Après que ma fille de 8 ans, Chloé, ait eu le mal des transports, mes parents l'ont mise à la porte de la voiture et l'ont abandonnée sur une route déserte parce qu'elle gâchait le plaisir des autres petits-enfants. Je n'ai pas crié. J'ai agi. 2 heures plus tard, leurs vies ont commencé à s'effondrer. Le téléphone a sonné au milieu de ma journée de travail. Le nom de ma mère s'est affiché sur l'écran. J'ai failli ne pas répondre. D'habitude, elle appelle pour me demander des mots de passe oubliés ou pour me parler d'une nouvelle collecte de fonds à laquelle elle veut que je contribue, mais j'ai décroché. Sa voix était vive, presque joyeuse. Sophie, tu devras venir chercher Chloé. Elle a été malade dans la voiture. Nous l'avons laissée dans un endroit sur la route. C'est tout près. Je pense à 15 minutes de chez toi. J'ai figé. Pardon? Quoi? Elle était malade. Ma mère a dit cela comme si elle rapportait la météo. Nous ne pouvions pas risquer que les autres enfants l'attrapent. Et nous avons un avion à prendre. Nous ne pouvions pas attendre. Tu peux venir vite. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Vous avez laissé ma fille sur la route. Elle va bien. Le père a ajouté depuis l'arrière-plan, sa voix étouffée mais ferme. Ne réagis pas de manière excessive. Nous l'avons déposée là où il y a du monde. Réagis de manière excessive, n'est-ce pas? Parce que quand votre enfant de 8 ans vomit dans la voiture, la réponse raisonnable est de la laisser sur le bord de la route comme un bagage indésirable. Petit spoiler, il n'y avait personne autour. Ce qui n'aurait rien changé de toute façon. Ils m'ont envoyé une épingle de localisation par SMS et ont raccroché, comme ça. J'ai attrapé mes clés et j'ai couru. Le trafic était lent. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures blanchissaient. Les mots de mes parents me tournaient dans la tête. Elle va bien. Ne réagis pas de manière excessive. Ils ont toujours été doués pour faire passer la cruauté pour du pragmatisme. Quand je suis arrivée à l'endroit indiqué, mon cœur s'est serré. La voilà, ma petite fille, debout seule, serrant son sac à dos contre sa poitrine comme un bouclier, les yeux rouges de larmes. La route était vide, l'air lourd, et l'espace autour d'elle semblait être une punition. Elle avait l'air si petite sur l'étendue austère de l'asphalte. Au moment où elle m'a vue, son visage s'est décomposé. Elle a couru vers la voiture, trébuché et s'est effondrée dans mes bras. Maman! Tout son corps tremblait. Je l'ai serrée aussi fort que j'ai pu. Je suis là. Tu es en sécurité maintenant. Les larmes venaient par vagues, ces mots mêlés de sanglots. Ils ont dit que je ne pouvais pas venir. Ils ont dit que j'étais trop malade, mais je ne l'étais pas. J'ai juste. Elle a dégluti difficilement. J'ai eu le mal des transports. Je me suis penchée pour la regarder. Ses joues étaient maculées, ses mains tremblaient. Tu as eu le mal des transports? Elle a hoché la tête, sa lèvre inférieure tremblant. C'est tout. Donc voilà. Pas la grippe, pas une infection virale, rien de contagieux ou de grave. Le mal des transports, ce qui arrive parfois aux enfants, ce pourquoi on les console, on leur donne de l'eau, on baisse la fenêtre, on leur promet une glace plus tard. Et pour ça, mes parents avaient décidé de l'abandonner. J'ai bouclé sa ceinture à côté de moi, démarré la voiture et forcé ma voix à rester calme. Écoute-moi, Chloé. Tu n'as rien fait de mal. Rien. Ce n'est pas ta faute. Elle renifla, fixant ses mains. Ils ont dit que j'avais tout gâché. Un rire sec s'est échappé de moi, amer et tranchant. Ma chérie, la seule chose gâchée ici, c'est leur crédibilité en tant que grands-parents. Elle a réussi un sourire tremblant, mais les larmes n'ont pas cessé. J'ai conduit jusqu'à la maison, chaque kilomètre resserrant la colère en moi. Mes parents pensaient avoir été malins. Ils pensaient avoir déguisé la cruauté en logique. Elle était malade. Il fallait penser aux autres. Il fallait prendre l'avion. Mais tout ce que je voyais, c'était le visage de ma fille, pâle et strié de larmes, debout seule sur cette route déserte. À la maison, j'ai installé Chloé sur le canapé avec une couverture et une tasse d'eau. Elle s'est accrochée à moi comme si elle avait peur que je disparaisse, elle aussi. J'ai caressé ses cheveux. Tu es en sécurité. Je suis là pour toi,
et je te promets que tu ne revivras jamais ça. Intérieurement, mes pensées brûlaient. Il pensait que j'allais avaler ça, que j'allais laisser passer parce qu'il l'avait enrobé d'excuses, que je continuerais à payer, à contribuer, à les soutenir. Ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. Parce qu'au moment où j'ai serré Chloé dans mes bras sur ce bord de route, quelque chose a changé. Ce n'était plus juste une autre insulte, une autre manipulation, un autre « oups, nous ne voulions pas dire ça comme ça ». C'était la limite, et il l'avait franchie. Je me suis assise à côté de ma fille pendant que sa respiration se calmait enfin, sa petite main serrant la mienne. Elle a murmuré « Tu es fâchée contre moi ?» Ma gorge s'est serrée. « Non, ma chérie. Je suis fâchée contre eux, et ils vont le regretter. » Elle s'est assoupie, sa poitrine montant et descendant doucement pendant que je fixais le plafond, chaque nerf de mon corps vibrant de détermination. Il pensait qu'abandonner Chloé était pragmatique. Je savais que c'était impardonnable, et bientôt leur vie allait commencer à se défaire. Si vous voulez comprendre pourquoi j'ai craqué, il faut toute l'histoire. Cela n'est pas sorti de nulle part. Mes parents ne sont pas soudainement devenus des gens qui pensaient que laisser une enfant de 8 ans sur le bord de la route était raisonnable. Non, ce genre de pensée a des racines, et j'ai trébuché sur ces racines toute ma vie. J'ai grandi en tant que pensée secondaire. Mon frère, de 2 ans mon aîné, était le favori. Pas d'une manière qu'on pourrait prouver en justice, pas d'une manière qui ferait un gros titre facile. C'était plus discret que ça, plus subtil, le genre de favoritisme qu'on pourrait presque se convaincre qu'on l'a imaginé. Presque. Quand j'avais 11 ans, ils ont réservé des vacances familiales en Floride. Disney, plage, le grand jeu. La même semaine, j'avais ma compétition régionale scolaire. Je leur en avais parlé des mois à l'avance. J'avais coché la date sur le calendrier. Ils y sont quand même allés. Oh non, a dit ma mère plus tard, penchant la tête avec une fausse sollicitude. Tu as dû te tromper en notant la date. Je ne m'étais pas trompée. Ils sont rentrés avec des sacs de souvenirs, des histoires à n'en plus finir, et ce refrain lancinant. Quel dommage que tu n'aies pas été là. Comme s'ils avaient trébuché et acheté accidentellement des billets, embarqué dans un avion, et étaient partis pendant 2 semaines. Ce refrain m'a suivi pendant des années. Chaque fois qu'il y avait quelque chose de prévu et que je ne pouvais pas y aller. Quel dommage que tu n'aies pas été là, dit avec un sourire, dégoulinant de fausse innocence. J'ai appris tôt que ma présence était facultative. Mon absence était pratique. Avance rapide. J'ai décidé que si je ne pouvais pas être désirée, j'allais au moins être indispensable. Je me suis jetée dans mes études, puis dans mon travail, en cherchant l'indépendance. J'ai atterri dans la finance. Glamour seulement si vous trouvez les feuilles de calcul glamour, mais stable. Et oui, ça paie bien. Mon mari s'en sort pas mal non plus. Ensemble, nous sommes à l'aise. Et dans ma famille, à l'aise est un code pour « tu paies la plus grosse note ». Nous avons ce soi-disant système. Tout le monde contribue ce qu'il peut. Gentil sur le papier. En pratique, cela signifie que si vous gagnez moins, vous contribuez moins. Et si vous gagnez plus, vous supportez plus. Ce qui serait bien si, plus, ne finissait pas par signifier tout. Vacances en famille, je finissais par payer 1005 cents à 2000 € alors que d'autres mettaient 2 cents, peut-être 5 cents s'ils étaient généreux. Le fonds d'urgence, une noble idée, censée servir en cas de vraie crise. J'y mettais 600 € par mois. Mon frère, l'enfant d'or, environ 150 €. Devinez dont l'argent a couvert le découvert de prêts hypothécaires d'urgence de mes parents le printemps dernier, ou leur assurance voiture, ou les nouvelles lunettes de papa. Spoiler, pas lui. Et parfois, je ne le savais même pas avant que l'argent ne soit parti. Un message dans le groupe de discussion. Il a fallu utiliser le fonds. J'espère que ça va. Comme si j'avais le choix. Ce n'était pas seulement de l'argent. J'ai cosigné leur prêt hypothécaire. J'ai cosigné leur location de voiture. Censément juste pour les aider à obtenir un meilleur taux. Mais nous savions tout ce que cela signifiait. S'ils dérapaient, la banque viendrait me voir. Ils avaient enroulé des chaînes autour de mon score de crédit et appelé ça le devoir familial.
Et pourtant, j'ai continué. Pourquoi? Parce que je voulais que Chloé ait ce que je n'ai jamais eu. Des cousins, des grands-parents, des vacances en famille, des souvenirs qui ne commencent pas par « quel dommage que tu n'aies pas été là ». Alors, j'ai acheté la paix. J'ai acheté l'appartenance pour ma fille, même si je ne l'ai jamais eu moi-même. Ce qui nous amène au voyage. Ce n'était pas n'importe quel voyage. C'était à Orlando. Des montagnes russes, des défilés, le genre de publicité qui font rebondir les enfants sur le canapé en chantant « Quand est-ce qu'on y va? Quand est-ce qu'on y va ?» Chloé suppliait depuis plus d'1 an. Chaque fois qu'elle voyait ses cousins, elle demandait « On y va bientôt ?» Quand l'invitation est arrivée, qu'elle est bien sûr sur l'une de mes semaines les plus chargées au travail, j'ai failli dire non. Le schéma était trop familier. Mais le visage de Chloé quand elle a entendu la destination. Elle s'est illuminée comme un matin de Noël. Alors j'ai cédé. J'ai pensé, ce sont ses grands-parents. Ils s'occuperont d'elle. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Mon mari ne pouvait pas intervenir. Pas seulement à cause du travail, mais parce que l'idée de passer une semaine avec ma famille sans moi lui donnait des démangeaisons. Alors Chloé est partie sans nous, serrant son nouveau sac à dos, rayonnant de joie. Et moi? J'ai payé la note. 850 € pour le billet d'avion de Chloé, sa part d'hôtel et son ticket de parc. Encore 1200 € pour les frais de groupe parce que, bien sûr, je gagne plus. 2050 € au total, plus du double de ce que les autres ont donné. Je me suis dit que ça valait le coup. C'était la chance de Chloé d'avoir le voyage dont elle rêvait. Mais au fond, je savais que je répétais l'histoire. J'avais payé pour le privilège d'être exclue. Rétrospectivement, je n'arrive pas à croire à quel point j'ai été naïve. Je pensais que jeter de l'argent sur eux achèterait la sécurité, l'inclusion, l'amour. Au lieu de cela a acheté à ma fille une place sur le bord d'une route déserte, pleurant dans son sac à dos pendant que ses grands-parents appelaient ça du pragmatisme. Ils ne le savaient pas encore, mais les fissures dans leur petit monde parfait avaient déjà commencé. Chloé m'a reposé la question le lendemain soir. Elle était recroquevillée sur le canapé avec son carnet de croquis, dessinant à demi-cœur, ses lignes tremblantes. Elle n'a pas levé les yeux quand elle l'a murmuré. « Maman, est-ce que j'ai vraiment tout gâché pour tout le monde ?» C'était la 2e fois. Elle avait déjà demandé une fois, et je lui avais dit non. Ce n'était pas sa faute. Mais voilà encore. La même question, brute et déchiquetée. C'est à quel point il l'avait blessée. J'ai mis le carnet de croquis de côté et je me suis agenouillée devant elle. « Ma chérie, ai-je dit, d'une voix calme. Tu n'as rien gâché. C'est eux qui l'ont fait, et ils vont le regretter. » Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle a cligné des yeux forts et a hoché la tête. Et pour la première fois depuis ce bord de route, j'ai senti quelque chose de dur et de certain s'installer en moi. Il pensait que j'allais avaler ça. Il pensait que je resterais silencieuse, que je continuerais à payer, à les soutenir. Non, ça s'arrête maintenant. La première chose que j'ai faite, c'est de m'asseoir et de couper tous les liens. Clic, annuler le virement récurrent vers le fonds d'urgence. Au revoir 600 € par mois. Ensuite, les contributions au voyage de groupe, toujours gonflées par mon surplus. Le prêt hypothécaire. La location de voiture, le nœud qu'ils avaient attaché autour de mon cou il y a des années, déguisé en « nous aider à obtenir un meilleur taux ». J'ai appelé la banque, puis la société de leasing. Voix calme, ton assuré. Je leur ai dit que je voulais sortir, que je ne cautionnerais plus les dettes de mes parents. Bien sûr, ils n'ont pas déchiré les contrats sur le champ. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais les comptes ont été examinés, et je savais ce que cela signifiait. Leur joli petit taux fixe ne durerait pas. Les taux variables arriveraient, des paiements plus élevés, plus de pression. Pas aujourd'hui, mais bientôt. Et pour une fois, la pression serait sur eux. Pas sur moi. Ensuite, j'ai envoyé un message à mes parents. J'ai sorti les reçus. 850 € pour le billet d'avion de Chloé, sa part d'hôtel et son ticket de parc. Encore 1200 € pour les frais de groupe que j'avais couverts parce qu'apparemment je gagne plus. 2050 € au total. Court et direct.
Tu as laissé Chloé sur le bord de la route. Rendez l'argent que j'ai payé pour ce voyage. Pas de fioritures. Pas de point d'exclamation, juste des faits. Le téléphone a sonné 10 minutes plus tard. La voix de ma mère était dure, cassante. Comment oses-tu exiger ça? C'est ta fille. Tu t'attends à ce que nous payions pour elle? J'ai failli rire. Vous voulez dire la fille que vous avez abandonnée? Oui, je m'attends à un remboursement. Papa a attrapé le téléphone, sa colère un instrument contondant. Elle était malade. Elle ne pouvait pas y aller. Alors pourquoi devrions-nous payer? C'est ta mère. Tu gagnes plus d'argent que nous tous. Et maintenant, tu veux que nous payions pour ton enfant. Quelle sorte de famille fait ça? Voilà. La fureur non pas parce qu'ils avaient abandonné Chloé, mais parce que j'avais osé leur envoyer une facture. Vous l'avez laissée seule, ai-je dit sèchement. Ce n'est pas facultatif. Vous ne pouvez pas simplement partir comme ça. Ma mère a claqué. J'ai laissé échapper un rire sec. Qui dit que je ne l'ai pas déjà fait? Cela les a arrêtés net. La voix de papa s'est aiguisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas répondu, j'ai laissé le silence s'installer. Et puis la panique a commencé à s'insinuer. Le ton de papa est devenu plus incertain. Et le fonds d'urgence? Et quoi, ai-je dit? Tu mettras toujours de l'argent, n'est-ce pas? Non. Un battement de silence. Puis la voix de maman. Plus aiguë maintenant. Cassante. Et les voyages? Tu continues de couvrir les voyages. Tu ne peux pas simplement arrêter de payer pour les voyages de famille. Regarde-moi. Une autre pause. Je pouvais presque les entendre essayer de rattraper. Papa encore. Plus calme. Presque en bégayant. Les co-signatures. Tu n'as pas vraiment touché à ça, n'est-ce pas? J'ai passé quelques appels. Silence. Silence lourd, stupéfait. C'est là que le tournant s'est produit. Tu es ingrate, a crié papa, désespéré maintenant. Nous t'avons élevé. Nous avons sacrifié pour toi. La carte de la culpabilité, l'heure à deux piques. J'ai failli sourire. J'ai payé cette soi-disant dette toute ma vie adulte, des milliers dans vos voyages, des centaines chaque mois dans votre fonds. J'ai co-signé votre maison, votre voiture. J'étais votre filet de sécurité. J'ai laissé les mots flotter. Les laisser s'enfoncer. Et je viens de couper le cordon. Rien. Pour la première fois de ma vie, il n'avait pas de mots. Quand j'ai raccroché, mes mains ne tremblaient pas. Ma poitrine n'était pas serrée. C'était comme si j'avais enfin posé un poids que je portais depuis l'enfance, un poids que je n'aurais jamais dû avoir à porter. La pièce était calme, juste le ronronnement du réfrigérateur et le léger grattement du crayon de Chloé depuis le canapé. Elle a levé les yeux quand je suis retournée dans la pièce, ses yeux grands ouverts. C'était eux, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. Ils ne sont pas contents. Ses petites épaules se sont rentrées. Est-ce qu'ils sont encore fâchés contre moi? Je me suis accroupie jusqu'à ce que nous soyons face à face. Non, ai-je dit, calme et certaine. Ils sont fâchés contre moi. Et c'est exactement comme ça que ça devrait être. Quelque chose dans son visage s'est adouci. Un petit sourire, fragile mais réel, a tiré le coin de sa bouche. Je savais que la tempête n'était pas passée. Elle avait juste changé de direction. Ils étaient en colère maintenant, mais bientôt ils seraient désespérés. Ils se battraient. Ils l'ont toujours fait. Je pensais que le silence après notre dernier appel durerait un moment. Je pensais qu'ils seraient peut-être trop stupéfaits pour riposter à nouveau. Mais mes parents ne font pas le silence. Ils font du théâtre. Et cette fois, leur scène était le tableau d'affichage de l'église, le groupe de discussion familiale, et le groupe Facebook du quartier. Le titre de leur performance, Pauvres nous. Le premier message que j'ai vu était dans le groupe de discussion. Notre fille Sophie nous demande de lui rembourser plus de 2000 € pour le voyage de Chloé. Chloé a été malade. Elle n'a pas pu y aller. Et maintenant, Sophie s'attend à ce que nous couvrions la totalité des frais.
Elle gagne bien plus d'argent que nous. Mais maintenant, elle refuse de contribuer au fonds d'urgence familiale ou aux dépenses familiales. S'il vous plaît, priez pour qu'elle revienne à la raison. Si joint une capture d'écran recadrée de mon message. Seulement la phrase où je leur demandais de rembourser l'argent. Aucune mention de Chloé laissée au bord de la route. Les commentaires ont afflué rapidement. Un cousin. 2000 €. Sérieusement, Sophie? Une tante. Tu as toujours été dramatique? Comment peux-tu traiter tes parents de cette façon? Même un ami de l'église. Nous prierons pour la réconciliation. J'ai fixé l'écran, un rire bouillonnant s'est échappé, aigu et amer. Seuls mes parents pouvaient abandonner un enfant sur une route déserte et trouver quand même un moyen de me dépeindre comme le monstre. J'ai tapé ma réponse lentement, prudemment. Chloé n'était pas malade. Elle avait le mal des transports. Ils l'ont laissée sur une route déserte, m'ont envoyé une épingle, et sont partis. Elle a attendu 20 minutes seule jusqu'à ce que je vienne la chercher. Pas d'émotion, pas de point d'exclamation, juste des faits. Et pourtant, le chat s'est divisé en deux. Certains, c'est horrible, Sophie. Je te crois. D'autres, ça ne te ressemble pas, tes parents. Pourquoi ferait-il ça? Le doute pesait lourd. Parce que c'est ça le truc avec mes parents. Ils étaient passés maîtres dans l'art de déguiser la cruauté en pragmatisme. Ils le faisaient depuis toute ma vie. Puis est arrivée la fissure dans leur performance. Papa, dans toute sa sagesse autoproclamée, n'a pas pu résister. Il a tapé une réponse, probablement en pensant qu'il marquait des points. Toute personne rationnelle aurait fait de même. Nous avions un vol à prendre. Elle était malade. Nous ne pouvions pas risquer les autres enfants. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de faire ce que nous avons fait. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois. Mon estomac s'est retourné, non pas de peur, mais de satisfaction, parce que voilà, par écrit. Leur aveu déguisé en logique, et la marée a tourné. Le chat a explosé. Vous l'avez laissé. Vous avez vraiment admis ça. Le mal des transports n'est pas contagieux. Comment avez-vous pu? Des captures d'écran ont volé. Des voisins ont reposté. Même des personnes extérieures au fil familial l'ont vu avant que mes parents ne réalisent leur erreur et ne suppriment le message. Trop tard. Internet n'oublie jamais. Dimanche, les murmures ont atteint l'église. Je n'y vais jamais. Mais des amis m'ont envoyé des SMS. Ta mère a essayé de faire un témoignage, mais on lui a dit que ce n'était pas approprié. Les gens ne leur serraient même pas la main. Ils sont sortis avant la fin du service. Toutes ces années passées à polir leur image de pilier de la communauté, réduite à néant par une seule phrase. Toute personne rationnelle aurait fait de même. J'ai presque eu pitié d'eux. Presque. Puis est arrivé le deuxième coup de théâtre. Une capture d'écran est apparue dans le groupe de discussion familiale. 2050 € transférés à mon intention. Légende, bien que nous ayons déjà payé la place de Chloé, Sophie a exigé un remboursement. La voilà. La preuve que nous avons payé. Pendant un moment, ça a marché. Un oncle a écrit, eh bien, au moins ils vous ont remboursé. Cela montre bonne foi. Un cousin a ajouté, cela prouve qu'ils essaient, Sophie. Peut-être devriez-vous laisser tomber maintenant. J'ai levé les yeux au ciel si fort que j'ai cru qu'ils allaient rester coincés. Alors, j'ai sorti ma propre pile de reçus. Fonds d'urgence, 600 € chaque mois, 5 ans. Voyage en famille, 1500 à 2000 € à chaque fois, plusieurs fois, co-signature de prêts hypothécaires et de location de voitures, autres petits extras qui n'ont jamais été petits. Total de plus de 40 000 € au cours des 5 dernières années. J'ai posté la photo, attaché une simple légende. Il ne s'agit pas d'un seul voyage. Il s'agit d'une vie entière où je les ai portés. Et puis j'ai fermé mon téléphone. Je l'ai posté et j'ai fermé mon téléphone. Pour ne pas regarder les feux d'artifice. Je n'en avais pas besoin. La vérité ne crie pas. Elle attend juste. Et puis elle voyage. De petits fragments ont commencé à me parvenir. Un ami d'amis a transmis une capture d'écran. Ils ont supprimé ceci, mais tout le monde l'a vu.
Quelqu'un d'autre a mentionné qu'ils avaient essayé de parler à l'église, mais la salle est devenue silencieuse. Le voisin d'un cousin m'a écrit en privé. Les gens ne les regardent plus de la même façon. Je n'ai pas eu à chercher. L'histoire m'a retrouvé de toute façon. C'est ça le truc avec une réputation. Il faut des décennies pour la polir et quelques minutes pour la briser. Et cette fois, c'était eux qui tenaient le marteau. 6 mois plus tard, je n'ai pas eu besoin de demander des nouvelles. Elles me sont parvenues de toute façon. D'abord, les finances. Un cousin a mentionné qu'ils avaient perdu leur taux fixe. Le prêt hypothécaire a grimpé en flèche. Le paiement de la voiture a doublé et sans mes contributions mensuelles, les chiffres ne collaient plus. Les factures s'empilaient. Ils ont paniqué. Puis est venue la voiture, saisie en plein jour. Les voisins regardaient derrière les rideaux, et le lendemain matin, tout le monde en ville le savait. Après cela, la maison. Un autre parent m'a envoyé une photo, un panneau, à vendre, planté dans leur pelouse parfaite. Ils ont vendu rapidement, pour moins qu'ils ne voulaient. Des cartons empilés, un déménagement silencieux, aucun adieu. Et socialement, ils n'avaient pas besoin d'être bannis. Ils ont été simplement effacés. Les invitations ont cessé d'arriver. Dîner, anniversaire, réunion d'église, tout a disparu. Les gens sur lesquels ils comptaient autrefois traversaient la rue au lieu de dire bonjour. Pièce par pièce, ils sont devenus des fantômes dans leur propre ville. Pendant ce temps, Chloé s'épanouissait. Nous avons finalement réservé le voyage qu'elle avait tant réclamé. Orlando, cette fois avec moi et mon mari à ses côtés. Elle a crié de joie en voyant la voiture arriver, sautillant sur son siège. En la regardant rire pendant que nous franchissions les portiques, j'ai pensé, chaque euro que j'ai une fois gaspillé se reconstruit maintenant sa joie à la place. Son rire était le son de la liberté. Mais la vraie surprise est venue plus tard. J'avais entendu des murmures tôt. Des parents insinuant que mes parents se tournaient davantage vers mon frère maintenant. Avec moi parti, ils supposaient qu'il interviendrait. Ils s'attendaient à ce qu'il ouvre son portefeuille, les sauve, porte le fardeau. Mais quand les demandes ont commencé, il n'a pas payé. Et quand les ragots se sont répandus, il ne les a pas défendus. Parce que l'argent n'était plus le seul problème. Ils n'étaient pas seulement en difficulté. Ils étaient des parias. Et ils n'allaient pas s'attacher à des navires qui coulent. Alors l'enfant d'or, le fils sur lequel ils avaient construit tout leur monde, a aussi tranquillement coupé le cordon. Aucun soutien, aucune défense, aucune visite, rien. Ce n'était pas la loyauté qui le guidait. C'était la préservation de soi. Et voilà. Les parents qui se vantaient autrefois de leur fils parfait se retrouvaient sans personne. Ni leur église, ni leurs amis, ni même lui. Juste le silence. Alors, qu'en pensez-vous? Ai-je été trop loin ou pas assez? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci.